Salut à tous. Comment constituer une équipe dans l'hypothèse où la NBA redistribuerait les cartes et où l'on aurait une draft fantasy? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo-là. Une vidéo un peu de divertissement pour découvrir le jeu, parce qu'après je ferai du gameplay sur une grosse partie. C'est pour ça que la vidéo est longue. Comment constituer une équipe quand on maîtrise pas l'ordre dans lequel on va choisir, on va le subir. Je prends le Thunder, voilà, j'avais envie de prendre les couleurs du Thunder, mais au final, aucune incidence puisqu'on retrouvera aucun joueur nécessairement du Thunder, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait faire plus tard dans la saison. Nous avons quel choix? Nous avons le choix, on voit Steph Curry, mais en fait on a le choix 8. On a le choix 8. Et la grosse problématique, et ça je trouve ça intéressant, c'est quand ces 7-là ont été déjà choisis, Yanis, Kawhi, James Harden, LeBron James, KD, Steph Curry, Anthony Davis, sur quoi est-ce qu'on construit une équipe? Comment? Quelle priorité? Est-ce qu'on va plutôt prendre un homme fort, un Embiid, un Jokic, un Karl Anthony Towns? Je vais pas prendre Towns, puisque je l'ai déjà avec Minnesota dans mon MyGM, donc déjà Towns, non. Le choix serait entre Embiid et Jokic. Et puis sinon, puisque la ligue maintenant est une ligue d'arrière, pardon, une ligue d'ailier et de meneurs essentiellement, hein, Doncic, Paul George, est-ce que sinon on bascule vers un meneur de type Lillard, Kyrie Irving? Il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Est-ce que Klay Thompson peut être le mec autour duquel on bâtit une franchise? Moi, j'ai pris j'ai fait un choix simple. J'ai pris Joel Embiid parce qu'il me semblait que parmi tous ces joueurs-là, l'intérieur le plus dominant, que ce soit offensivement ou même défensivement, sur lequel je construirais ma franchise si j'avais le choix de le faire, ce qui n'arrivera jamais, ce serait cet homme-là, ce serait Jojo Embiid, parce que je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir dominer tout le temps, partout, face à peu près n'importe qui. Donc Joel Embiid, la base de cette équipe. Après, en deuxième choix, c'est pas évident. Le raisonnement que je me suis fait, c'est qu'en poste 4 en NBA, au final, c'est assez pauvre quand on exige certaines choses. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre un monstre athlétique, Zion Williamson, sur lequel, a priori, c'est un stretch fort hein, pour la NBA. C'était une qualité que je voulais. Hein. Je voulais pas choisir un 4 qui puisse pas s'écarter. Donc, pour sa monstruosité physique et pour l'envie de le découvrir, en 2, ça a été l'ami Zion. En 3, je vais prendre un extérieur, Marcus Smart, parce que j'ai envie d'avoir comme ça, sur les postes 1, 2 et 3, des types qui sont assez polyvalents. Vous allez voir que je vais compléter le roster juste après. En attendant, avant qu'il soit pris par d'autres équipes, je vais prendre Jonathan Isaac, parce que j'ai un petit projet derrière pour lui. Je vais le faire démarrer 6e homme, et après il aura un poste de titulaire la saison qui suivra. Justice Winslow et Chris Dunn, ça rentre exactement dans mon projet. Oui, parce qu'en fait, entre-temps, plein d'options sont prises. Hein. Les autres équipes, elles choisissent aussi. Hein. Et donc, ça me fait mon ossature. Embiid, Zion, Winslow, Smart, Dunn, qui sont assez interchangeables quand j'ai besoin de minutes supplémentaires au poste 1, puisque tous sont des ball handlers. On peut demander à Spoelstra ce qu'il en pense hein, de Winslow à la main. Je crois que c'était pas si mal que ça la saison dernière quand Dragic était blessé. Hein. Puis après, je vais compléter. Donc pour l'instant, j'ai 6 joueurs de rotation réels. Hein. Ils vont tous jouer. Je vais compléter avec quelques jeunes qui me plaisent, du type Little des Trailblazers, drafté en 15, du type cet été. Samanic également va être pris. Je vais avoir un backup pour Joel Embiid qui sera un mec que j'aime beaucoup, c'est Aaron Baines. On va aller chercher aussi un Trevor Ariza qui là encore est un joueur super sympa parce qu'il est assez polyvalent, il peut mentorer et justement voilà, on rentre dans le mentorat, je vais compléter ça avec du
Kyle Korver. J'ai hésité ensuite entre Vincent Poirier et Khem Birch pour le poste de troisième pivot, hein, quelque part. J'ai pris Khem Birch parce que Vincent Poirier est très mal fait. Non, c'est pas que pour ça, mais voilà. Meilleur défenseur intérieur, en fait. Hein. Meilleur potentiel à ce niveau-là. On va compléter ensuite avec un autre shooter, Seth Curry, vous l'avez vu passer. Et Carrie Thomas des Pistons, qui est là un projet à supra long terme et qui est le bout du banc, donc on va pas non plus en parler pendant 107 ans. On peut voir que derrière le choix de Embiid, c'est George et Doncic qui ont été pris par l'IA. Après, je vais télécharger une classe de draft. Ok, très bien. Petite récap salariale. Ce qui me plaît aussi, c'est un objectif, c'est qu'on n'est pas non plus en train d'exploser le cap. Ça me fait plaisir, parce que je voulais pas être à moins 60 millions, parce que j'aurais pris 15 000 contrats toxiques, ou même avec des joueurs intéressants, hein, mais bon, voilà. Donc on est pas mal. On a, au final, la réflexion, elle est que je fais occuper le poste 1 par Winslow quand Dunn ne l'occupe pas. Je sais que je pourrais mettre Smart aussi, hein. Ce serait pas une hérésie. Smart est plutôt au poste 2, on le fera défendre sur le meilleur poste 1 ou 2 adverse. Winslow, il est capable de défendre en 3, il n'y a aucun problème, il est capable de défendre en 2 aussi. Et en fait, la balle ira souvent à Zion et à Embiid. Voilà. Je vais commencer en faisant pas trop jouer certains jeunes, et puis progressivement, on pourra intégrer tout ça à la rotation. Mais là, c'est pareil, on va attendre de faire des petits progrès dans certains domaines, notamment de l'entraînement collectif. Alors qu'on voit que là, j'ai choisi le grit and grind, parce qu'au final, cette équipe fonctionne mieux apparemment en grit and grind. C'est pas tellement étonnant vu les joueurs qui la composent, hein, parce qu'elle est tout de même à vocation plutôt défensive. Je vais faire un peu le ménage dans le playbook, en fait. Je vais enlever pas mal de types de tactiques que de toute façon j'ai pas spécialement envie d'utiliser. Je vais rajouter quelques-unes de mes favorites, notamment le Quick 3 Rip Floppy, là, qui est un joli système qui permet au moment de la passe d'avoir souvent le choix entre deux joueurs en sortie d'écran. Très précieux celui-là, et puis quelques autres qu'on évoquera peut-être dans cet épisode ou dans un autre épisode. Voilà. Après on attribue des mentors à certains de nos joueurs jeunes ou moins jeunes. On voit que par exemple, sûr que Chris Dunn à 25 ans, mentoré par Seth Curry, c'est parce que j'avais pas d'autre choix. Hein. Sinon, ça sert pas à grand chose. Mais bon, voilà. Khem Birch aussi, même, est mentoré par Jojo Embiid, qui est plus jeune que lui. Donc après, on a forcément des limitations, hein, dans le mentorat. Voilà, quelques intransférables, les voici. Je vous les ai brièvement affichés sur la droite. Et on rentre dans la raison même de l'existence de ce début de série. C'est le gaming. Partir à la découverte comme ça, et puis surtout au partage, puisque au final, quand je fais comme ça une vidéo, c'est aussi l'histoire d'avoir un support pour échanger avec tous ceux qui veulent, évidemment. Certains d'entre vous qui laissent assez fréquemment des commentaires, qui permettent de confronter un petit peu nos points de vue, nos expériences. Allez, on est face au Jazz de Luka Doncic, avec Aaron Gordon, Montrezl dans la raquette, c'est solide. Extérieur, Keldon Johnson, Rajon Rondo, c'est peut-être un peu moins huppé, mais savoir que du banc peuvent aussi sortir des joueurs de qualité, ce qui fait que cette équipe au final elle est pas mal. De toute façon, ils ont choisi en 10e, nous on a choisi en 8e. Alors normalement on devrait être meilleur, si j'ose dire. Vous allez voir que c'est pas forcément comme ça que ça se passe automatiquement. Surtout, encore une fois, hein, ça fait quelques jours seulement que j'ai eu le jeu. Et forcément, le gameplay, il faut arriver un peu à le dompter. Il y a des petites choses à comprendre. Dans un premier temps, je vais lancer des systèmes comme ça, floppy. Par exemple, ce floppy là, c'est un système où l'IA a choisi elle-même de lancer, quand j'ai mis floppy, de lancer un système parmi tous ceux possibles dans la catégorie floppy. En gros,
C'est un mec qui va sortir en off-screen de tout un tas d'écrans qui ont été posés et vous n'aurez pas forcément toujours le même quand vous lancez floppy comme ça. Si on veut individualiser, il faut faire comme je viens de faire à l'instant, voilà, et plutôt demander ensuite d'aller chercher un système en particulier. Voilà, je continue, je suis au départ, donc forcément je reste sur des petites demandes de floppy pour un tireur qui arrive comme ça en catch and shoot, parce que je trouve que sur NBA 2K19, c'était un très bon moyen d'avoir des shoots ouverts. Voilà, c'est ça en fait, j'essaie d'être dans la continuité de 2K19, et ben, c'est aussi une manière de voir si ce qui marchait avant marche encore, ou est-ce qu'il faut s'adapter d'une manière ou d'une autre. Alors ce qui est sûr, c'est que le début de match, allez, il est assez correct, même s'il y a eu quelques petites largesses défensives. Je m'attarderai plus sur le match qui suivra pour analyser les choses aussi sur des séquences défensives, mais il y a pas mal à redire. Franchement, je présente pas cette vidéo en vous disant ouais, t'as vu comme je joue trop bien. Non, c'est pas l'esprit. Là actuellement je joue mal, je joue très mal, mais ça va s'améliorer, c'est certain. Mais de toute façon c'est en jouant, et puis je pense qu'il faut bouffer des matchs, il faut en faire. Je pense qu'avant 30-40 matchs sur le nouveau jeu, il y aura encore des errances à des moments, et ça demandera encore des petits ajustements. Un truc que, regardez, voilà, par exemple là, sur le joli move de Doncic qui décale, on sait pas trop comment, Harrell qui finit contre la planche. Il y a le scotch signé Rajon Rondo. Regardez, voilà, ça, ce type de séquence en contre-attaque, où je trouve que c'est parfois un petit peu difficile à contenir. Je parle des percées adverses. Bon, là par contre il y a une erreur de box-out, hein. Il n'y a pas le travail qui a été fait, personne n'est venu s'interposer entre Doncic et le panier. Du coup on est sanctionné, rebond off, 2+1 derrière. Là hop, petit démarquage de Winslow, mais au final le shoot n'était pas réellement ouvert, donc là aussi c'est pas forcément un très bon shoot. Voilà, ça c'est typiquement le genre d'action qui me donne envie de vomir. C'est-à-dire qu'en fait le défenseur a été bloqué dans 108 000 écrans, et ça, qui se prend le cercle aussi, c'est pas mal boosté. Le défenseur qui s'est pris pas mal d'écrans pour au final se faire bloquer, et avec son joueur, il n'y a personne qui a fait de rotation, le joueur est tout seul pour terminer au panier. Ça, c'est des trucs qu'il faut plus voir après. Là aussi c'est pareil, on se télescope à deux, et Doncic, il permet doucement au Jazz de s'envoler, en fait. Donc sur les aider et reprendre, sur les rotations défensives, tout ça, c'est waouh, qu'est-ce que c'est délicat au départ, c'est très délicat. Il y a des options honnêtement du jeu que j'ai pas encore essayé de paramétrer, parce qu'avant ça se passait bien sans les toucher. Voilà. Je pense à toutes les options, vous savez, stratégiques qu'on a. Là c'est un mauvais shoot encore une fois, et on est sanctionné. Regardez, il va encore passer Doncic, c'est invraisemblable. Alors soit Doncic est injouable, ce qui est une possibilité, hein. Enfin Nance Junior il est injouable aussi en fait, hein. Fade away, donc soit les mecs sont injouables. Là on se prend un off-screen de Sexton qui vient aligner. Le Jazz a été insupportable en troisième quart, hein. En plus nous on a des shoots ouverts, on les rate, derrière on paye cash sur contre-attaque. Voilà, ça c'est une séquence que j'attendais parce qu'elle est complètement hideuse et je voulais la partager. Regardez, shoot ouvert, derrière rebond, bon, soit. Ce qui m'intéresse surtout c'est après, il y a Isaac qui est dans l'axe, on voit qu'il y a une coupe qui va se faire en direction du panier, c'est Aaron Gordon. Il y a une coupe qui se fait. Vous voyez, NBA 2K là, on sait qui j'avais, hein. J'avais Curry, j'avais Seth Curry. Et Isaac, il est allé sur le mec extérieur, alors que Curry, il allait revenir sur son joueur, abandonnant le cercle, tout simplement.
Donc là, rotation affreuse. Après, ce qui me plaît beaucoup des fois, et vous l'avez sûrement remarqué vous aussi, c'est quand même qu'il y a une intelligence supérieure par rapport à la version précédente du jeu, dans tout ce qui est prise à deux, aider et reprendre, rotation défensive, même de l'IA. L'IA se débrouille vraiment mieux sur cette toute dernière action, avec Winslow qui a la chance d'aligner à 3 points, mais il y avait une jolie prise à deux qui s'était faite à l'intérieur. De manière générale, je trouve que les prises à deux sont bien mieux gérées par le jeu qu'elles ne l'étaient avant, ou de manière assez stupide, parce qu'on ose le dire, jusqu'à NBA 2K19 inclus, de manière assez stupide, vous aviez assez systématiquement la prise à deux qui n'était pas compensée par l'IA par une rotation défensive. Ce qui fait qu'en gros, vous aviez prise à deux, vous ressortiez sur le shooter juste directement. C'était 3 chances sur 4 de mettre ficelle. Ben là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En deuxième match, vous voyez, par exemple, j'avais dit que j'ai pris Smart parce que je voulais le faire défendre sur le meilleur poste 1 ou 2 quand le besoin s'en faisait sentir. Ben, Smart, il va aller sur D'Angelo Russell. Donc on affronte les Wizards d'un certain Steven Adams, avec LaMarcus Aldridge. Là aussi, ça fait une jolie raquette. Hein, un D'Angelo Russell qui a été pris en meneur. Ok, on voit qu'ici sur le pass Eva, ça n'a pas été terrible hein, la défense, faut quand même se l'avouer. Il y a Jared Culver aussi qui est à signaler dans cette équipe, donc c'est plutôt une jolie, plutôt été pas mauvais au niveau de la draft. Hein. C'est Wizards, ils ont pas une équipe vilaine, hein, loin s'en faut. Donc nous, bah, faut essayer de trouver des petites solutions. Alors, vous voyez par exemple toujours le high pick and roll, hein, bien sûr, qui permet, là en l'occurrence, de sanctionner parce que Steven Adams s'était fait attirer. Regardez, là c'est intéressant, une situation de 2 contre 3 en attaque. Fatalement, il y a un mec qui est libre. Aldridge ne monte pas sur Dunn. Nécessairement, le panier, il est plus facile à rentrer puisque Dunn est ouvert à 3 points. Donc souvent comme ça, des petites créations d'espace ou de mecs libres, le shooter libre, occasionné par des pick and roll. Hein. Voilà, ça c'est vraiment un truc, c'est un peu mon fond de commerce quand je n'appelle pas un système ou un autre. Hein. Donc voilà. Après derrière, allez, on va ressortir ici, on va venir poser un écran avec Zion. Fin de prise d'écran. Winslow qui ressort pour le pick and pop, ça n'a pas été très probant, donc on va essayer de s'en sortir différemment. Petit écran, chaud derrière l'écran de Winslow. Ça a fonctionné par un Barnes qui s'est fait un petit peu naïvement abuser, faut quand même le dire. Ok, séquence défensive affreuse dans laquelle on a laissé, et là c'est Chris Dunn hein, le fautif, pourtant c'est un bon défenseur, c'est pour ça que je l'ai pris. J'aime beaucoup Chris Dunn, hein, j'ai un faible, c'est sentimental. En tout cas là c'était vraiment pitoyable la défense, et on essaie comme ça voilà, de profiter à des moments de shoot ouvert, pas forcément toujours des bons shoots, hein, mais il faut là encore expérimenter des choses. Donc là je vais essayer un travail, attention prise à deux, et vous voyez la prise à deux ici, elle a été super opportune de la part de l'IA. Et l'IA, elle voit, et derrière ça se paye comme ça, les contre-attaques ça coûte très cher. Elle voyait Adams qui était entre guillemets tout seul face à Embiid, elle envoie direct Barnes taper le ballon, et ça a payé. Je me suis fait surprendre. Après je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres fois où je vais me faire surprendre, parce que vous vous faites avoir une ou deux fois, puis après, comme par hasard, vous faites un petit peu plus gaffe, et la passe vous la faites un peu plus vite. Voilà, donc encore un petit système en floppy pour notre ami Seth Curry, qui est un peu le deuxième meilleur shooter hein, de l'effectif. Je ne vais pas jouer Kyle Korver, hein, je pense qu'il sera un peu là pour mentorer, mais je fais un choix stratégique qui est deux joueurs très forts à l'intérieur, Embiid et Zion, avec trois extérieurs. Allez, à part la taille de Dunn pour le poste 3 qui est trop juste, même celle de Smart aussi, hein, mais une relative possibilité d'interchanger un peu hein, sur les postes 1 et 2, en tout cas c'est clair. Et puis sur le poste 3 on a Isaac et Ariza qui viennent prendre énormément de minutes, donc là-dessus il n'y a pas de problème, on n'est pas du tout en difficulté.
difficulté. Hein. On n'est pas du tout de difficulté. Là, par exemple, je galère. Là, je galère. Là, je pioche. Ça se termine par une tentative de move avec enroulé contre Kennard pour Justice Winslow, mais ça reste quand même assez poussif. C'est un léger manque d'inspiration, hein, encore une fois, sur ce coup. Ça marque trop facilement dedans. Ça marque beaucoup trop facilement. C'est pas normal que Barnes, on lui complique pas davantage la vie. Début de match dans lequel il y a trop d'adresses côté Wizard. Beaucoup trop d'adresses pour qu'on puisse se satisfaire de notre défense. Là, par contre, en attaque, j'ai un peu du mal avec les lay-ups ou avec les paniers, en tout cas dit facile après la petite faute de frustration. Je pense que Winslow, il fallait ressortir le ballon en fait hein, sur cette action-là. Il faut la critiquer hein, cette action. Voilà. Donc on est toujours dans le premier quart-temps. On a donné du point assez gratuitement à Taj Gibson. Attention aux interceptions. J'ai remarqué que Justice Winslow, il a un bon handle hein, pourtant, hein, mais là c'est un shoot un peu trop rapide aussi. Hein. Justice Winslow a un bon handle, mais au final, il est parfois embêté là où Chris Dunn évidemment a une meilleure maîtrise du ballon et Marcus Smart par moment aussi. Donc là encore c'est pareil, choix du joueur lorsqu'il s'agit de tournicoter autour de la zone à 3 points, d'essayer de trouver comme ça des ouvertures, appeler des pics, etc. Il faut penser à pas mal de choses, c'est ça qui est rigolo en fait, hein, dans ce jeu. Allez, on appelle un petit pic, hop, on va ressortir pour Zion, ouvert, c'est dedans, permet de recoller, alors qu'on n'a pas fait un début de match qui est vraiment très bon. Moi je le trouve pas génial ce début de match, vous avez vu il y a Rubio aussi qui est venu là compléter la rotation des Wizards. De l'autre côté il y a Embiid qui se repose un peu pendant que Aaron Baines normalement essaie de faire le boulot en dissuasion et surtout au rebond. Aaron Baines, petite remarque, manque peut-être un petit peu de qualité athlétique. Et oui, c'est pas son fort. On voit beaucoup l'importance des qualités athlétiques hein, dans ce jeu. Là encore, un joueur athlétique qui a de moins bonnes notes qu'un joueur moins athlétique peut peut-être à l'arrivée s'en sortir mieux. Et voilà, la NBA est une ligue aussi de joueurs athlétiques. Hein. C'est pas une découverte, donc quelque part, est-ce qu'il y a vraiment à râler là-dessus? Je trouve pas. Je trouve pas que ce soit scandaleux l'histoire. Donc on est un peu au coude à coude hein, encore, hein, c'est pas fini. Hein. Donc on attend un peu. J'aime bien laisser faire un petit peu pour mieux découvrir les mouvements qui sont proposés par le jeu. Laisser un petit peu le jeu caster lui-même des systèmes, c'est intéressant aussi. Essayant de suivre le marquage au sol, hein, les petits vous savez, Play Vision activé là. Hein. Moi, le Play Vision dans les options, je le mets en normal plus complet. Voilà, complet plus simple. Je sais pas comment ils disent. En tout cas, je fais affichage maximal. Affichage maximal pour tous les systèmes, qu'ils soient commandés par moi ou pas d'ailleurs. Donc là encore un petit pic, départ de Smart, pas évident. Hein. Ça veut pas dire que ce soit encore une fois une action très très maîtrisée. Hein. Il faut là encore la critiquer. c'est pas fini. Hein. De toute façon, encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour dire ce qu'il faut faire. Par moment, ce serait presque un peu l'inverse. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On se retrouve, bon, à la limite, tant qu'on va sur la ligne des lancers, ça va. Les lancers francs, un petit mot à ce sujet. Je trouve que les lancers francs rentrent assez facilement. Je trouvais que c'était parfois plus difficile de rentrer les lancers sur 2K19. Donc à confirmer. Les shoots extérieurs, je ne rencontre pas de difficulté particulière globale au stade où j'en suis avec l'adresse extérieure. Je vous dis, c'est plus au niveau des pénétrations. Je trouve que souvent la contestation d'un défenseur dans la raquette, là j'ai essayé de compenser parce qu'il y avait une coupe de Russell au panier, là il y a un mismatch aussi qui est exploité magnifiquement. L'IA pense à exploiter les mismatchs, ça c'est une super bonne chose. Je trouve que globalement l'IA est un petit peu plus intelligente, à 2-3 exceptions près, mais c'est quand même mieux fichu. Le gameplay est mieux fichu que ce qu'il ne pouvait l'être.
Là, allez, on n'avait pas de solution réelle, on va être obligé de ressortir. J'ai voulu créer la différence de taille. Vous voyez, il y avait le switch en défense, parce qu'il y avait Russell qui était passé sur Williamson et Aldridge sur Dunn, et du coup resservir Williamson face à Russell, qui était plutôt un bon projet, mais ça s'est pas bien réalisé. Là, vous avez vu la contestation de Aldridge, qui a suffi pour que Isaac rate, ce qui est immanquable en réalité. Hein. Donc là encore, un peu de frustration. Il y a aussi de bonnes défenses. Celle-là, elle est signée Chris Dunn. C'est pas vraiment surprenant. Le gars en question est quand même un des tout meilleurs défenseurs à son poste. En tout cas, quand il n'est pas embêté par des pépins physiques et quand il joue dans une équipe dans laquelle on a compris qui il était et on lui demande pas des choses stupides. Hein. La petite dédicace à Minnesota où il avait démarré sa carrière et où, au final, quand on l'échange ainsi que Zach LaVine contre Jimmy Butler, il y avait Markkanen aussi dans le package, hein, puisqu'il y avait un tour de draft, c'était le numéro 7, ça donnait Markkanen. Honnêtement, 7 ou j'ai peut-être un doute, peut-être 9, je sais plus, ou 8, en tout cas 7, 8, 9. Dunn a été spécialement mal, c'est l'occasion quand même d'en dire un mot, mal utilisé jusque-là dans sa carrière par déjà les Timberwolves, de manière certaine. C'est un peu la panique en défense. Blessure de LaMarcus Aldridge. Et je pense aussi que Chris Dunn, du côté des Bulls, il a montré des choses super intéressantes l'an dernier. Hein. Si on regarde bien hein, les matchs, Chris Dunn, il y a des Bulls avec Chris Dunn, il y a des Bulls sans Chris Dunn. Hein. Et pour autant, du côté de Chicago, honnêtement, le recrutement de Kobe White, quand il a fallu faire un choix à la draft, prendre Kobe White, qui est un poste 1 ou 2, hein, ainsi que recruter quand il était free agent Thomas Satoransky, le Tchèque, c'est pas vraiment les indicateurs de la confiance absolue pour Chris Dunn. Hein. Après, il a un avantage, c'est qu'il fait 1m93, donc en tirant un petit peu par les cheveux, il peut éventuellement jouer un peu en deux. Mais globalement, on se demande si son avenir ne serait pas peut-être davantage du côté d'une autre franchise. En tout cas, avec ce coach-là, hein, parce que Boylen n'a pas non plus montré grand-chose avec les Bulls depuis qu'il est arrivé. Bon bref, voilà. Pendant que je parlais, vous avez vu notamment un mismatch exploité par Zion près du cercle, hein, c'est toujours assez précieux. Le 5 ou le 4 peuvent exploiter des différences de taille, mais j'ai remarqué que par exemple les prises à 2 arrivent beaucoup plus systématiquement sur Joel Embiid que sur Zion Williamson. Mais est-ce que c'est surprenant au final? Bah non, c'est pas surprenant. Joel Embiid, c'est quand même une force surhumaine. Il y avait un début de prise à 2 et on a pu comme ça en profiter pour ressortir sur Winslow qui sanctionne. Il y avait Russell qui était très brièvement pour essayer de venir en aide à Steven Adams. Attention à la défense, il y a un peu trop de liberté, heureusement. Interception, on va essayer de jouer le coup pour Ariza qui a été trouvé. Ça va, la contestation n'a pas été trop on va dire gênante pour Trevor Ariza. Ok, donc ensuite toujours finalement un scénario de match dans lequel on n'est pas aux abois comme dans le match précédent, mais il faut quand même rester vachement vigilant parce qu'au final dans le match d'avant contre le Jazz, bah, je menais et puis au final on s'est pris la foudre. Je crois il y a un moment où on se prend un 16-0 ou quelque chose comme ça, avec un Doncic qui met peut-être 10 ou 12 points parmi les 16, qui est juste inarrêtable. Bon, là, D'Angelo Russell, c'est pas exactement le même calibre de mutant que peut l'être Luka Doncic, donc il peut pas vraiment occasionner les mêmes dommages. Après, il y a des joueurs précieux, hein. Vous voyez par exemple, là c'est raté pour Harrison Barnes parce qu'il y a une jolie contestation de l'ami Ariza, mais encore une fois, bon, j'essaie d'être opportuniste. Vous avez remarqué que par rapport à la manière dont je jouais
avant, ou alors si vous l'avez pas remarqué, je le dis bien sûr, il y a aussi une différence qui est à noter, c'est que pour l'instant j'appelle moins de systèmes. Rubio il s'en sort pas mal. Pour l'instant j'appelle moins de systèmes, j'essaye plus de jouer en appelant des écrans, j'essaye plus d'exploiter les déplacements des joueurs sans ballon. Lorsque par exemple on a une fixation au poste bas comme c'était le cas ici, la passe aurait dû être faite à Smart ici. C'était pas très pertinent de ressortir sur Ariza, je pense que... Attention, prise à 2. Et oui, c'est sanctionné. Donc il y a quand même toujours cette histoire de la prise à 2 qu'il faut lire très rapidement pour essayer de faire une passe le plus rapidement possible à un homme démarqué, quitte à ce que ce soit même par le biais d'une extra passe. Et là, c'est peut-être le moment le plus honteux de ces 40 et quelques minutes. Regardez-moi ça. Double écran posé par Kennard et Robin Lopez. Ok, soit. Mais qu'est-ce que j'ai foutu à aller sur Kennard alors qu'on laisse le champ libre à Rubio. Là encore, c'était un moment pathétique. Et cette séquence comme ça du double screen qui permet ensuite d'offrir un boulevard au porteur de balle, waouh, elle fait, bon déjà elle fait mal au moral, elle fait mal à l'orgueil, si tant est qu'on en est encore un à ce stade-là, parce que c'est quand même un peu difficile par moment, hein. C'est pas encore très abouti, hein. Mais surtout, elle demande une parade. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que dès lors que je rencontrerai cette situation comme ça où le défenseur du porteur de balle se retrouve là, oui c'est gentil Williams, c'est Williams des Celtics hein, là qui a pris donc le rookie 2018 hein, qui a pris ce shoot à 3 points. Je crois qu'il faut pas non plus faut arrêter de rêver hein. Voilà la stratégie envisagée pour contrer ce double screen. Je dirais hein, si vous en voyez une autre, moi j'en vois une, c'est très simplement de sortir tout de suite, de passer devant l'écran avec le défenseur du porteur de balle, ou alors carrément d'accepter les écrans, puisqu'il y a 2 écrans qui sont posés, d'accepter et de rabattre le porteur de balle, c'était Winslow sur l'action qui avait précédé, de rabattre le porteur sur Kennard, celui qui joue le rôle en fait de celui qui va aller se mettre pour proposer un shoot ouvert à 3 points. Et avec une petite rotation défensive, il y a moyen de ne plus jamais se prendre ce boulevard. Donc oui voilà, vous allez dire que j'en fais des tonnes sur ce boulevard, mais avouez que c'est quand même assez traumatisant. Un petit peu comme cette action-là, hein, d'accord ? Cette action-là aussi, elle est assez humiliante. Parce que Rubio, c'est encore pareil, quoi. On se demande, mais qui est-ce qui prend Rubio au final, quoi ? Est-ce qu'il y a une rotation défensive dans cette équipe ? Donc la réponse, c'est que il faut peut-être progresser dans les lectures en défense, voilà, hein, et s'adapter progressivement à ce que peut proposer l'IA. On cherche un shoot ouvert là, mais on a du mal à le trouver parce que au final Curry n'est pas sorti de l'écran de manière très satisfaisante. De ce fait, on est obligé de forcer un shoot, évidemment, parce que sinon on arrivait au bout des 24. Donc derrière, encore une fois, sanction. Dès lors qu'on rate comme ça des paniers, les contre-attaques, il faut vraiment faire attention aux contre-attaques. Ça c'est comme dans le jeu précédent. Vous avez vu Smart là qui n'arrête pas de suivre. Il n'arrête pas de suivre Russell, du coup c'est bon. Une fois qu'il a échappé aux écrans, je le lâche. Mais, ah là là, ce rebond de Taj Gibson. Pour un shoot immédiat, heureusement, Russell s'est raté. Le box-out de Smart était propre, très bien. Et dans la foulée, on a nous aussi une possibilité de contre-attaque. Voilà. Parce qu'au final, si ça marche pour l'IA, ça marche aussi pour le joueur humain. Les contre-attaques, encore une fois, une vraie valeur sûre de cet opus 2020. Si vous faites vos stops défensifs assez proprement, les contre-attaques, elles permettent quand même d'engranger de manière assez spectaculaire. Ce qui est bon aussi, c'est d'avoir de bons joueurs dans la raquette. Hein. Et là, par exemple, j'ai mis ce petit ralenti pour parler du box-out. Voilà. Vous voyez, par exemple, j'ai pas cherché à prendre le rebond avec Ariza. J'ai juste cherché, pendant que Isaac protégeait le rebond tranquillement, et que Adams allait essayer de le contester,
Ariza, je l'ai juste mis en opposition et du coup c'est rebond facile pour un coéquipier. Donc je crois que ça aussi c'est un truc, au lieu de vouloir arracher le rebond soi-même, le joueur qu'on commande, je pense que c'est toujours beaucoup plus payant d'aller poser un écran retard, hein, comme on dit, d'aller poser un écran retard qui permet ensuite à un équipier de récupérer facilement le rebond, plutôt que s'acharner à prendre... vous voyez par exemple là, le box-out il n'a pas été fait correctement. Ça n'a pas été fait comme il le fallait. Du coup, nouvelle tentative, ballon disponible pour Russell. Et là encore, on était sur une action qui est pathétique, qu'on va revoir. Pause d'écran de Gibson. On change en défense, il n'y a aucun problème. On change en défense. Sauf que sur le premier pas et sur les dribbles, Isaac se fait prendre par Russell. Ça n'arrivera plus au bout de quelques mois ou quelques années d'entraînement. Et surtout, il y a un flopping juste dégueulasse de Aaron Baines dans la foulée. Et on se retrouve comme ça à prendre un panier qui était encore une fois une nouvelle humiliation. Bon, allez, c'est pas pour autant qu'on n'est pas devant dans ce match. Ça se passe au final pas si mal, mais voilà, encore une fois un rebond qui n'est pas protégé. Je pense que là, très clairement, j'ai voulu prendre le rebond, alors qu'il fallait juste s'occuper de bloquer Adams. On était 3 pour le prendre. Il suffit qu'il y en ait un qui bloque, les 2 autres peuvent voir pour récupérer ce ballon. Ça, il faut jamais le faire. Je l'ai fait un peu parce que j'avais de l'avance sur le score. J'ai voulu un petit peu enflammer. C'était une débilité assez profonde de vouloir tenter ce alley-oop. De manière générale, les alley-oop, le jeu est un tout petit peu moins permissif dans certains contextes pour que les alley-oop passent. Tant mieux, parce que c'était pas non plus NBA Jam. C'est pas à ça qu'on aspire quand on achète NBA 2K. Donc pourquoi pas. Attention, ça aurait peut-être tendance à revenir. En cette fin de match, les Wizards pourraient recoller. Donc vigilance. Allez, on essaye de s'appliquer. Attention à la prise à 2. Voilà, prise à 2 avec ballon ressorti. Et vous avez vu, jolie sortie de Steven Adams par exemple. Joli contest sur le tir extérieur. Steven Adams est sorti. Bon, après, heureusement, on aura cette action qui va nous mettre, allez, on peut le dire, définitivement à l'abri sur cette interception conclue par Smart. Mais voilà, l'action d'avant, elle est intéressante parce que on a navigué avec Jojo. Winslow est pris. Il voit Smart alors qu'il y avait Dunn en haut à droite dans le corner. Il y avait Dunn. Et là, pareil, mauvais choix. Au lieu de shooter, il y a un mismatch pour Embiid. Il faut lui donner la balle. Il a Culver en défenseur. Culver ne peut pas l'arrêter. Bon, bref. Alors, avec des scies, on mettrait pari en bouteille, comme le dit l'expression. Encore une fois, du Adams qui nous a partousé sur ce coup-là. Faut quand même le dire, honnêtement. Mais c'est pas bien dramatique au stade où on en est dans ce match-là. A priori, on est plutôt parti pour le gagner. Donc, les prises à 2, attention. Prises à 2, il y a vraiment d'adaptation à avoir. Et au final, jouer beaucoup plus sur les mismatchs. Mismatch, c'est les différences de taille. Quand vous avez votre grand qui a face à lui un petit défenseur qui se retrouve pas très loin du cercle, il faut même pas hésiter une seule seconde. C'est balle au grand. Et on voit ce que fait Lia. Comment est-ce qu'elle s'adapte? Est-ce qu'elle va nous envoyer un deuxième défenseur comme elle l'a fait en la circonstance, même s'il n'y avait pas de mismatch, parce qu'elle peut aussi envoyer, elle voit Jojo Embiid, Lia, elle s'excite. Voilà. À suivre, donc encore une fois, petite possession là pour les Wizards, mais on n'est pas non plus supra inquiet, même si on prend un panier assez risible encore une fois, parce qu'il y avait boulevard pour D'Angelo Russell. On va essayer de soigner la fin, histoire de pas non plus se faire carotter. Ah bah tiens, c'est raté. J'ai été une nullité sur cette remise en jeu. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me faisais intercepter comme ça, tellement c'était pitoyable. Donc
c'est l'occasion de dire un truc, là encore, au niveau du gameplay, c'est que les interceptions sont plus fréquentes de la part de l'IA. Bon là il y avait excessivement mauvais jeu de ma part, mais c'est quand même globalement mieux fait. La résistance, je dirais en défense, hein, de l'IA est meilleure et notamment lui permet à des moments de pouvoir intercepter des ballons dans des situations où sur Touquet 19 elle le faisait pas. Elle le faisait pas. Donc on s'en sort. Je proposais un long résumé de ce match-là parce que je trouvais qu'au final, peu importe le score, on s'en fiche. Il y avait énormément d'idées à développer en fait hein, sur ce qu'on pouvait voir. Il y a beaucoup de choses. Ce serait même beaucoup plus long si on s'arrêtait, si on développait chacun des points là que j'ai essayé d'évoquer. Pour certains, j'ai essayé de les développer un petit peu. Ok, enchaînement avec un résumé bien plus court d'un match face aux Warriors version Fantasy Draft. Donc il n'y a pas Steph Curry, il y a Jimmy Butler et CJ McCollum avec une raquette Tucker Carter Jr. On tremble pas. Quand on a Jojo Embiid et Zion face à Tucker et Carter Jr., on n'a pas réellement la frousse. Par contre, attention à Jeff Teague. Jeff Teague, il est chaud. Il se faufile comme ça. Il y a des moments où il est mal défendu. Il y a aussi, comme ça, une petite coupe de Hollis Jefferson. Tout va bien. On l'a laissé peinard. Il y a du rebond aussi non contrôlé à des moments. Ouais, j'ai surtout choisi des choses qui n'allaient pas. Ce qui n'empêche pas d'être devant au score, d'avoir comme ça une action super importante. Vous avez vu le mismatch. Encore une fois, on avait provoqué la différence de taille. Zion a pris la plus qu'à poser dans le cercle. Tiens, on a enfin réagi face à un boulevard potentiel. Joli compte de Jojo. Et là, il y a le mythique, le hook de Carter Jr. qui leur permet de revenir à 3 points. Derrière, faut essayer de pas merder comme la fois d'avant. Hein. On a failli merder. Mine de rien, c'était pas génial. Hein. C'était pas génial. Bon, on va égaliser. Ça va aller en prolongue si jamais on défend correctement. CJ McCollum, il a été énorme. Hein, McCollum, il a donné à Tig. C'est marrant le dernier match. Il a pas voulu jouer ça. McCollum, il a été stratosphérique. Je crois qu'il finira à 48 points. Je parle pas de points là, genre 4 fois à 5 minutes, mais je parle en extrapolé. Hein. Le mec finit à 48 points. Il nous aura vraiment fait beaucoup de misère. L'ami CJ McCollum. Bon, allez, faut jouer les ballons un peu sérieusement. On est dans le money time puisque 2 minutes 30 dans la prolongation. Et on a aussi le droit de jouer un peu des pics hein, à des moments. Hein, avec comme ça, retour sur le grand. Bam! Là, c'est sûr que si je prends Jojo Embiid pour me baser hein, au niveau de ma franchise, donc en gros, c'est lui le franchise player. Et puis que je l'abreuve pas de ballon à l'intérieur, il y a un truc qui va pas. Donc ça, j'en suis pas beau celui-là. Par contre, Smart, si t'as pas envie d'avoir la balle, tu le dis, on va te sortir. Parce que là, c'était quand même un peu risible. Surtout que derrière la pénétration de je crois que c'est Moudier qui allait chercher celle-là. Donc il y a de bonnes séquences en défense. Là, par exemple, le step out de Jojo était pas mal. Derrière, contestation de Williamson qui était venu en aide sur Tucker. C'était pas pourri non plus. CJ McCollum qui continue à nous rendre un peu fous à des moments. Il reste une 30, hein, c'est encore largement jouable. Faut pas s'énerver. On a posé un pic qui n'a pas servi à grand chose. Par contre, Jojo, lui, il a même pas besoin d'avoir un décalage. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut donner un peu plus la balle à Embiid. Hein. Parce que j'arrive bien à nourrir Zion. Mais je ne nourris pas suffisamment Jojo Embiid. Je crois qu'il faut que je m'adapte au jeu intérieur là sur Touquet 20. Parce que le jeu intérieur sur le 19, c'était pas mal. J'arrivais à m'en sortir, mais là, il va falloir bosser le jeu au poste. Ça va être assez important. Ce sera aussi l'occasion de faire ça grâce à cette équipe-là. Il y a Butler qui rate ce panier très important. Heureusement derrière, hop là, Moody se fait prendre par Chris Dunn qui profite en bon opportuniste qu'il est pour aller glisser le +3, balle à McCollum, évidemment sur lequel j'ai mis Smart, hein, chien de garde. Hein.
Donc là, il n'y avait même pas photo, hein, c'était Smart qu'il fallait envoyer sur le cas McCollum. Et on va ici pouvoir embêter un petit peu Tucker, prendre un rebond important. On a une dernière position. Attention à la prise à 2. Shoot ouvert pour Zion. Patatras est raté, temps mort. Et non, ils ont plus de temps. Ils ont plus de temps mort, il faut jouer la dernière possession. Et heureusement, Justice Winslow va un peu ridiculiser un Jimmy Butler, hein, faut quand même le dire. Moi j'adore Jimmy. Et là, j'ai honte pour lui là, sur cette dernière action. C'est assez moche. Peut-être qu'il fallait que McCollum tente le coup un peu tout seul, mais il avait Smart sur le dos, donc c'est pas non plus super évident. Voilà. Donc, un petit match arraché en prolongation. Quelques petites améliorations progressivement par rapport au gameplay. Il y a encore un boulot monstrueux. Hein, je mâche pas mes mots. Encore jouer trentaine de matchs avant de pouvoir proposer des choses un peu plus abouties. Voilà, je voulais partager un petit peu mes errances, mes réflexions. Et pour finir, on va jouer un dernier match. C'est donc du côté des Rockets. Les Rockets de Devin Booker, voilà, et de Jarrett Allen notamment. Il y a aussi Marquise Chris, mais là c'est un petit peu plus improbable. Parce que Marquise Chris, vu ce qu'il a montré en NBA jusque-là, c'est quand même un peu délicat. Monte Morris, hein, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Joe Harris, celui qui a gagné le 3-point contest, mais aussi qui est celui qui a la meilleure adresse à 3 points en NBA sur la saison passée. Ok, donc il y a du shooter. Hein. Très clairement, là, il faut une défense assez resserrée. J'ai choisi 4 actions. 4 actions simplement pour une action sur laquelle le pick and roll nous déclenche quoi? Nous déclenche le mismatch dont je parlais tout à l'heure. Un début de match, vous allez voir, assez violent de notre part. Là, c'est pareil, on va appeler un écran. C'est pas forcément évident. Hop, on va shooter comme ça derrière l'écran. Jojo Embiid, le monstre, reprend. C'est bon, on peut retravailler un petit peu. 14 secondes, là il reste plus que 7. Encore un petit écran. Cette fois-ci, ça va se régler par un petit pick and pop. Voilà, de Jojo. Donc, adresse mi-distance. Là, t'es pas loin de la ligne à 3 points. Hein. Très clairement. Toujours du bon rebond au départ dans ce match-là. C'est une véritable boucherie. Hein. Boucherie. On va de nouveau essayer de placer tranquillement le jeu. Zion. Il n'y a pas vraiment... Si, il y a un mouvement qui s'amorce. Donc, toujours le mouvement derrière pose d'écran de Chris Dunn en l'occurrence là, qui vient comme ça en catch and shoot à 3 points. Et dernière petite action sélectionnée, ça c'était juste pour le plaisir, c'est la violence de Zion au dunk. Ça fait très très mal. On a ça, regardez, petit mismatch provoqué. On va s'enrouler autour du défenseur qui est Devin Booker et bam! Là il y a explosion totale. Donc un match sur lequel le début a été terrible. Après j'ai fait Simcast Live et c'est marrant, automatiquement ça a relancé l'autre équipe. Parce que, vous savez, il y a une petite assistance à l'équipe qui perd en fait. Hein. Et comme par miracle, les Rockets, ils ont eu une adresse correcte en deuxième mi-temps. Et nous, de notre côté, vous allez voir, c'est juste l'écran qui suit. Attention, c'est maintenant. Voilà. 2 sur 16 en deuxième mi-temps, en simulant. Donc c'est plutôt marrant. Et pour finir, bon, 40-32, ok, pas grand chose à signaler, si ce n'est la continuité un petit peu de ce qu'on avait déjà pu voir pour notre équipe, un gros Zion, un Jojo plutôt pas trop mauvais, etc. etc. Voilà. Donc je vous dis à plus. On n'hésite pas à me laisser des petits commentaires pour discuter de tout ça. C'était ma petite fantaisie du moment avec petit focus sur le gameplay. Je vous dis à plus. Bye bye.